2041, l'Odyssée de la médecine, un clin d'œil assumé à Stanley Kubrick, son cinéaste préféré. Bienvenue Jean-Emmanuel Bibeau. Merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous menez des recherches à l'INSERM dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est tout le sujet de votre livre qui est paru aux éditions des Équateurs. Un livre qui est vraiment grand public pour nous expliquer comment la médecine est en train de se révolutionner, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Alors pour le meilleur, selon vous, en fait, ça nous permet aussi d'éviter des tâches trop fastidieuses. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'un des principaux buts de ce livre, c'était de faire une vulgarisation de ces techniques-là qui sont parfois un peu difficiles à comprendre. Donc on a essayé vraiment d'expliquer pour qu'on puisse lire ça et comprendre vraiment de quoi on parle. Et il est vrai que on pense parfois que l'IA va déshumaniser la médecine. Et on se dit que les médecins vont être remplacés par des robots. Exactement. Et en réalité, c'est des clichés un petit peu anciens qu'on est en train de supprimer parce qu'on se rend compte que l'IA va remplacer le médecin sur des tâches en fait techniques. Et ce qui va permettre au médecin de passer plus de temps avec son patient, en fait. Donc d'investir plus sur l'empathie et non pas sur la technique. Oui, un exemple concret dans votre discipline, c'est-à-dire la radiothérapie, c'est-à-dire que l'IA peut vraiment faire un conglomérat de données. Expliquez-nous. Alors, pour la radiothérapie, un des enjeux principaux, c'est de bien cibler l'endroit qu'on va traiter avec les rayons. Et pour faire ça, jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, on faisait ça manuellement. Donc on prenait des scanners qu'on allait contourer sur ordinateur, ça veut dire qu'on allait dessiner sur ordinateur l'endroit qu'on cherchait à traiter. Et ça pouvait prendre parfois plusieurs heures ou parfois une demi-journée. Maintenant, avec des algorithmes d'IA, donc de deep learning, c'est de l'apprentissage profond, on peut faire ça en 2 à 3 minutes. Et donc on gagne énormément de temps. Tout le temps qui est libéré technique peut être consacré à plus de contact avec le patient, plus de consultations, une meilleure considération des choses. Et vous dites même que la machine peut s'adapter à l'évolution de la tumeur, elle peut vous renseigner ? Absolument. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle la radiothérapie adaptative. En fait, ça consiste à adapter ces fameux volumes dont je viens de vous parler au jour le jour, puisqu'en général, on fait de la radiothérapie sur plusieurs semaines. Et donc, les tumeurs peuvent parfois changer en cours de traitement. Et donc, avec de l'IA, on n'est pas obligé de tout refaire. On peut adapter en live, c'est-à-dire en temps réel quasiment, les volumes qu'on traite au changement de la tumeur. Est-ce que ça peut s'adapter, l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut aussi servir en psychiatrie? On se dit que là, non. Ou alors est-ce qu'on fait appel à des chatbots ou des chats GPT? Est-ce que c'est vraiment utile? En réalité, c'est utile et c'est surtout une des premières disciplines à laquelle s'est intéressée l'IA dans les années 60-70 aux États-Unis. Il y avait eu des psychothérapeutes virtuels qui avaient été créés, alors qui étaient plus rudimentaires que de nos jours. Mais clairement, la psychiatrie, c'est une des disciplines majeures en IA, notamment via ce dont on a parlé, les chatbots ou ChatGPT par exemple, puisque on peut utiliser ces robots conversationnels pour, par exemple, faire de la psychothérapie, et puis aussi pour prévenir, par exemple, le risque suicidaire. On peut se servir de l'IA. Un exemple qui est vraiment très parlant, c'est le fait que on a réussi à montrer que en regardant les posts Facebook de personnes, on pouvait prédire leur risque suicidaire. Et donc, par exemple, aux États-Unis, sur Facebook, il y a un algorithme qui est utilisé et qui permet de déclencher une alerte type hotline anti-suicide si quelqu'un a, on va dire, des posts qui laissent à penser qu'il pourrait avoir des idées noires. Mais ça peut surprendre parce qu'on se dit qu'en psychiatrie, l'humain devrait être au centre. Et là, Absolument, vous dites que les robots, en fait, en communiquant avec l'être humain, peuvent déceler. Souvent, l'écueil qu'on fait par rapport à l'IA en médecine, c'est qu'on va perdre ce côté humain, cette empathie, ces émotions que le médecin va lui-même apporter en fait dans la relation. Et ce dont on se rend compte, et on l'a bien vu d'ailleurs avec ChatGPT, et puis probablement que les évolutions qui vont arriver, c'est qu'une IA est tout à fait capable, théoriquement en tout cas, de au moins simuler très très bien. Alors je ne sais pas si une simulation c'est vraiment aussi bien qu'une vraie émotion, mais en tout cas elle peut donner des choses qui sont très intéressantes et ça peut par exemple répondre à certains défis, par exemple de disponibilité ou d'information médicale. S'il est 3 heures du matin et que vous vous posez une question sur votre maladie que vous n'avez pas osé poser en consultation, que vous avez oublié, vous pourriez tout à fait poser la question à un chatbot et avoir une réponse immédiate de bonne qualité. Donc vous pensez que c'est l'avenir, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, on a une rougeur, une grosseur, et on pourrait communiquer avec une intelligence artificielle qui pourrait nous renseigner? Alors, il y a possiblement des choses comme ça. Pour autant, il faut quand même être vigilant, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer les médecins par une application qui va scanner des choses ou qui va scruter ce que vous faites en permanence. Je pense que l'IA va venir en complément
comme tous les autres outils dont les médecins se servent en fait au quotidien, le scanner, quand il est arrivé, on n'avait pas peur qu'il remplace le médecin. L'IA, en fait, ça va être pareil, ça va être un outil dont on va se servir, comme les stéthoscopes aussi, dont on se sert encore, et ça va faire partie de l'arsenal thérapeutique dont on dispose. Mais à mon sens, il ne faut pas que, et on ne devrait pas travailler pour, en tout cas, il ne faut pas que l'IA remplace le médecin. Il ne faut pas que ce soit le but. Mais quel est le risque justement d'erreur ou de manipulation? Parce que finalement, l'IA, ça repose sur des données. Donc comment on fait pour éviter? Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de biais, y compris dans les données qu'on utilise pour faire une IA, et donc tous ces biais-là peuvent être, entre guillemets, directement appliqués à l'IA. Donc c'est une vraie question méthodologique de comment on va faire pour éviter ces biais-là. C'est facile de vérifier qu'une IA fait bien quand elle fait quelque chose qu'un humain sait faire. Typiquement, interpréter un scanner ou une radio ou une mammographie, ça existe déjà, ça marche bien et on est capable de le vérifier parce qu'après l'IA, il y a toujours un médecin qui passe et qui vérifie ce qu'a fait l'IA. Là où c'est plus difficile, c'est lorsqu'on se sert d'IA pour faire de la prédiction. Typiquement, pour prédire 10 ans à l'avance la survenue d'une maladie ou alors 10 ans à l'avance le fait d'être guéri ou pas d'une maladie. Non, mais c'est l'avenir, c'est-à-dire de prédire si on va avoir un cancer ou pas, ou Alzheimer ou Parkinson? Alors il y a déjà pas mal d'études qui sont publiées sur cette thématique-là. Il n'y a pas encore d'application dans la routine clinique, mais clairement, ce sont des méthodes qui vont permettre d'adapter les politiques de santé, d'adapter les politiques de dépistage ou de prévention pour faire un petit peu empêcher avant même qu'elle n'arrive la maladie. C'est ça l'enjeu de la prévention, notamment en cancérologie, où on sait que presque 40% de tous les cancers seraient intégralement décelables et surtout on pourrait les prévenir. Et est-ce qu'il faut des comités d'éthique, justement, avec des gens qui s'y connaissent en data, en données, pour contrôler ça existe déjà, ouais. En fait, dès qu'on cherche à développer un algorithme, en général, en tout cas en France, on doit passer par des comités éthiques qui sont impliqués dans la recherche clinique. Et donc, pour réutiliser des données, par exemple, on va passer certains comités pour évaluer la pertinence et le fait qu'on respecte les données médicales, par exemple. Donc, il y a des garde-fous qui sont mis en place, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des... Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Alors, il y a des risques dont on parle à la fin du livre qui sont clairs et qui sont très, très réels. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut que les médecins s'approprient ces techniques-là et s'impliquent dans leur développement, parce que les médecins sont ceux qui ont prêté le serment d'Hippocrate, contrairement, par exemple, à des entreprises qui auraient un but lucratif, ce qui est, voilà. Et donc, de nombreuses, vous racontez que vous êtes allé à Stanford pour l'université aux États-Unis. Les États-Unis sont très en pointe et on voit que les GAFAM sont aussi très en pointe sur toutes ces IA et sur la médecine. Donc, effectivement, là, il y a la question de... Très concrètement, c'est un enjeu de plusieurs dizaines de milliards de dollars aux États-Unis, la santé, et donc effectivement, ça attise l'intérêt de beaucoup d'acteurs économiques. Et c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus, parce qu'on peut imaginer que si on crée un modèle qui prédit votre risque de faire, par exemple, un cancer 10 ans après, et que malheureusement, ces résultats tombent dans les mauvaises mains, ça peut être votre futur employeur, votre assureur, quoi que ce soit, eh bien là, vraiment, je pense qu'il y a des forts risques et des forts dangers à utiliser ce genre de techniques-là qui sont très puissantes et très précises. Alors, qui est plus en pointe, justement, dans ce domaine? Ce sont les États-Unis ou plutôt la Chine? Alors, dans les résultats, on va dire commerciaux purs, ça va clairement être les États-Unis. Mais en réalité, dans la recherche pure, la France et l'Europe est plutôt bien positionnée parce qu'on a un vivier d'ingénieurs très très bon. On a parmi les meilleures écoles, je pense notamment à l'INRIA, qui développe justement des logiciels d'intelligence artificielle qui sont utilisés dans le monde entier, y compris à Stanford évidemment. Et donc, on n'a pas à rougir face aux États-Unis sur le plan de la recherche, on va dire, fondamentale et appliquée dans ce domaine-là. On manque peut-être un petit peu de la petite étincelle qui va faire qu'on va pouvoir passer à l'application commerciale dans certains cas. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une course, elle existe peut-être déjà, cette course à l'intelligence artificielle et dans la médecine? La course, elle est déjà bien entamée. Je lisais il y a quelques jours encore justement des discussions sur est-ce que l'Europe est encore dans la course. Je pense qu'elle est largement encore dans la course. Et donc il faut continuer à travailler sur ces thématiques-là. Est-ce que les futurs médecins, ils sont inquiets? Est-ce qu'ils se disent que... Parce que vous avez une vraie appétence pour l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'ils vont devoir apprendre différemment? Alors, il y a quelques années, on va dire 5 ans, il y avait une certaine réticence parfois qu'on pouvait rencontrer. Très honnêtement, de nos jours, c'est l'inverse total, c'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt. À l'hôpital où je suis, il y a un vrai intérêt pour l'IA, dans la majorité des hôpitaux d'ailleurs, bien sûr. Et
Pourquoi il y a cet intérêt-là? C'est parce qu'en réalité, les médecins ont compris la puissance de ces outils-là et savent que ça va permettre de vraiment améliorer le devenir de leurs patients. Donc il y a vraiment un retournement de situation. Concernant l'éducation, en fait, Oui. c'est-à-dire le fait de continuer à former des médecins, tout simplement, ça va poser aussi quelques défis. Parce que si on se sert typiquement beaucoup d'IA, par exemple, pour définir les volumes en radiothérapie, est-ce qu'on va être capable de continuer à former les futurs médecins à le faire? Quand on se sert par exemple d'une calculette, on oublie un petit peu le calcul mental par exemple. C'est un peu la même idée que je veux défendre là par rapport à l'IA. Et donc il va falloir réfléchir à comment on fait pour former les futurs médecins dans ce monde où l'IA va être prépondérante. Et est-ce que ça veut dire, oui, alors on réfléchit, est-ce que ça veut dire qu'il faudra encore d'autres études, des études complémentaires pour se former ou travailler avec des ingénieurs? Est-ce qu'il y a déjà des pistes? Alors il y a déjà des pistes et déjà des choses qui existent. À la faculté où j'enseigne à l'Université Paris-Cité, on a créé un département d'IA en santé avec un diplôme qui permet aux médecins de se former à l'IA et aux ingénieurs de se former à la santé. Donc il y a une sorte de synergie qui se crée entre les deux disciplines. Et donc clairement, il va y avoir un développement de ce genre d'initiative-là dans toutes les facultés françaises, je pense. Et donc le fait que l'IA soit présente, ça va s'accroître et un robot qui va nous soigner demain, vous y croyez en 2041? Peut-être en 2041, on a déjà les robots qui permettent de soigner, de faire des chirurgies, mais qui sont pilotés par des médecins. Il y a des recherches à Stanford qui consistent notamment à faire reconnaître sur de la vidéo les instruments chirurgicaux par une IA. Donc on peut imaginer que en conjuguant les deux, le robot et l'IA, peut-être un jour on ait des robots chirurgicaux, en tout cas au début pour les interventions les plus simples, peut-être pas pour des choses parfois plus complexes dont on peut avoir besoin. Merci Jean-Emmanuel Bibaud d'être venu dans 64 minutes. Alors je rappelle le titre de votre livre, 2041, c'est demain, l'Odyssée de la médecine paru aux éditions Équateur. Et encore une fois, c'est un ouvrage grand public. Merci à vous.